Certaines morts sont si troublantes, si tragiquement évitables, qu'elles défient l'entendement. Vous allez découvrir 5 histoires vraies bouleversantes. Chacune un récit glaçant de moments ordinaires qui ont dégénéré en cauchemars mortels. Ces tragédies nous rappellent toute une vérité simple. Le destin peut basculer en une fraction de seconde. Le 25 février 2022, dans l'après-midi, 5 hommes plongent au large de la côte sud de Trinité et Tobago pour accomplir une mission familière. Ils sont plongeurs professionnels, soudés par des années de travail et d'épreuves partagées. Ce jour-là, leur tâche devait être routinière. Mais ce qui s'est passé ensuite deviendra l'une des tragédies industrielles les plus marquantes de l'histoire des Caraïbes. L'équipe, Christopher Boudram, Kazim Ali Jr., Youssouf Henry, Fizal Kurban et Rishi Nagassar, travaillait pour Land and Marine Contracting Service, LMCS, une entreprise engagée par Paria Fuel Trading Company pour effectuer des travaux de maintenance sous-marine sur un oléoduc reliant 2 plateformes, Berthe 6 et Berthe 5, près de la ville pétrolière de Pointe-à-Accent-Grave-Pierre. Tous étaient formés, expérimentés et habitués aux dangers de la plongée en eau profonde. Ce matin-là, ils montent sur le bateau et posent pour une dernière photo avant d'entrer dans l'eau. À environ 18 mètres de profondeur, les hommes entrent dans une chambre sous-marine scellée, appelée « Habitat », installée autour de la section fuyarde de l'oléoduc. Leur mission, retirer un bouchon gonflable placé quelques jours plus tôt pour bloquer le flux de pétrole. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un déséquilibre de pression dangereux, créé des semaines auparavant lorsque la canalisation avait été vidée, avait transformé l'oléoduc en un véritable vortex. Dès qu'ils retirèrent le bouchon, un puissant effet de succion envahit la chambre. Un par un, les hommes furent aspirés dans le conduit de 30 pouces de diamètre. Propulsés dans les profondeurs du tuyau, leur corps heurté par la force de l'eau, leurs poumons brûlant dans le mélange d'huile et d'eau, ils furent entraînés loin dans la canalisation. Tous 5 atterrirent dans une poche d'air entourée de liquide toxique, blessés, désorientés, mais vivants. Christopher, malgré ses blessures, réussit à ramper à travers le tuyau pendant 3 heures. Il refit surface dans l'habitat et appela à l'aide, finissant par attirer des sauveteurs qui le tirèrent de là. Sa survie est un miracle. Une fois à bord du bateau, il répéta à tous ceux qui l'entendaient. Les autres étaient vivants. Ils étaient toujours dans la canalisation, attendant d'être secourus. Les hommes avaient formé une chaîne humaine, utilisant 2 bouteilles d'oxygène trouvées dans le conduit pour continuer à avancer dans la poche d'air. Mais l'air était limité, leur corps brisé, et ils n'avaient aucune idée de la direction à suivre pour rejoindre la sortie. Arrivé au bout de la poche, Christopher avait nagé seul à la recherche d'une issue, espérant revenir avec de l'aide. Il avait réussi à sortir, mais l'aide n'est jamais arrivée pour les autres. Paria Fuel Trading Company, exploitant public de l'oléoduc, a stoppé toutes les opérations de secours. Malgré les avertissements urgents d'experts externes et les supplications des familles, personne n'est retourné dans la canalisation. Une pompe prévue pour faciliter la récupération tomba en panne lorsque son câble céda. Les jours passèrent. Le 28 février, les corps d'Ali, Henry et Kurban furent retrouvés. Le 3 mars, celui de Nagassar fut récupéré. Un enregistrement audio provenant d'une GoPro portée par l'un des plongeurs confirma que les 5 hommes avaient survécu à la succion initiale et étaient restés vivants pendant plusieurs heures, priant et se réconfortant dans le noir. Une enquête gouvernementale révéla plus tard que Paria n'avait aucun plan de sauvetage et n'avait consulté ni experts indépendants ni évalué l'air disponible pour la survie des plongeurs. La commission d'enquête qualifia les actions de la compagnie de « négligence grave » à caractère criminel et recommanda des poursuites pour homicide corporatif. Le responsable des opérations terminales fut particulièrement critiqué pour son refus d'envisager d'autres options et son absence totale d'urgence. LMCS fut également blâmé pour des procédures dangereuses, même si les procureurs notèrent que Paria l'avait empêché d'intervenir pour sauver ses propres employés. À ce jour, aucune personne de Paria ou LMCS n'a été pleinement tenue responsable. Les familles des plongeurs n'ont reçu aucune compensation. Une tragédie survenue dans le silence des profondeurs continue de résonner à travers Trinité et Tobago, rappelant comment la négligence et l'inaction peuvent coûter des vies qui auraient pu être sauvées. Le 22 mai 2011, Will Norton, 18 ans, aurait dû célébrer l'un des jours les plus importants de sa vie. Quelques minutes après avoir obtenu son diplôme du lycée de Joplin, il rentrait chez lui avec son père, impatient de commencer un avenir prometteur. Mais alors que le ciel s'assombrissait au-dessus de Joplin, dans le Missouri, cet avenir brillant allait lui être arraché de la façon la plus violente et inimaginable. Will Norton était connu pour sa gentillesse, sa détermination et son énergie débordante. Né à Joplin le 19 août 1992, il était le fils de Mark et Trish Norton et le grand frère adoré de Sarah. Très jeune, Will avait montré une grande compassion,
une curiosité marquée et une passion pour le storytelling. Il était actif dans sa communauté, faisait du bénévolat au refuge animalier local et s'était découvert tôt un amour pour le cinéma. Cette passion lui avait permis de créer une chaîne YouTube à succès, puis d'être accepté dans la prestigieuse école de cinéma de l'université Chapman, où il devait commencer ses études en automne 2011. Son talent créatif, son humour unique et son esprit lumineux avaient marqué tous ceux qui le connaissaient. À peine avait-il traversé la scène de remise de diplôme que les événements qui allaient lui coûter la vie commencèrent à se mettre en place. Ce dimanche-là, après la cérémonie au Missouri Southern State University, Will et son père montèrent dans leur Hummer H3. Conscients de l'arrivée d'une tempête majeure, ils espéraient rentrer vite. La sœur de Will et sa tante, partie juste avant eux, parvinrent à rejoindre la maison quelques instants avant le drame. Alors que le temps devenait soudain chaotique, Mark contacta Sarah pour lui demander d'ouvrir la porte du garage. Mais il était trop tard. La tornade EF5, l'une des plus violentes jamais enregistrées, frappa avec une force dévastatrice. Mark raconte s'être accroché aux jambes de son fils lorsque la voiture fut soulevée, mais la ceinture céda. En une fraction de seconde, Will fut aspiré à travers le toit ouvrant dans le tumulte aérien. Mark fut retrouvé plus tard, blessé et coincé dans les décombres, nécessitant une extraction d'urgence. Will, lui, avait disparu. Les recherches commencèrent immédiatement. Des amis, des proches et des volontaires fouillèrent les débris, les étangs, les champs. Cette nuit-là, sa tante et son oncle arrivèrent sur les lieux, trouvant le véhicule méconnaissable mais contenant encore sa casquette de diplômé et d'autres effets personnels. Une page Facebook appelée « Help Find Will Norton » réunit rapidement plus de 50 000 personnes. Des rumeurs d'observation dans des hôpitaux alimentèrent un mince espoir d'une survie miraculeuse. Mais au fil des jours, cet espoir laissa place à la douleur. Le 27 mai, 5 jours après la tornade, le corps de Will fut retrouvé dans un étang voisin. Les sauveteurs avaient eu du mal à le localiser à cause des débris dans l'eau. La nouvelle dévasta la famille et toute la communauté qui s'était mobilisée. Will était mort seul, emporté par l'une des tornades les plus destructrices de l'histoire moderne, quelques minutes après avoir franchi le seuil de l'âge adulte. Son corps fut restitué à sa famille, mettant fin à une recherche désespérée et à une vie pleine de promesses. Dans les mois et années qui suivirent, la famille de Will et toute la communauté trouvèrent des moyens d'honorer sa mémoire. L'université Chapman grava son nom sur le Wall of Student Honor et organisa une cérémonie en son honneur lors de ce qui aurait été son week-end d'intégration. Joplin High School créa une bourse à son nom. Les clubs Rotary de Joplin et la fondation Keller Williams construisirent le Will Norton Miracle Field, un terrain de baseball adapté pour les enfants aux besoins particuliers. L'hôpital Freeman ouvrit Will S. Place, un centre destiné aux enfants en difficulté émotionnelle et comportementale. La chambre de Will est restée telle qu'il l'a laissée, chaussettes dépareillées, fond vert, ordinateur encore en place. Son père s'y rend souvent, cherchant du réconfort dans cet espace autrefois rempli de vie. À travers les hommages, les vidéos et les souvenirs, le nom de Will Norton continue de briller. Symbole d'une lumière partie trop tôt et rappel poignant du prix humain des forces les plus violentes de la nature. Ce qui aurait dû être une intervention médicale routinière s'est transformé en une lente descente vers la mort pour Ekaterina Fediaeva, 27 ans. Décrite comme douce et délicate par ceux qui la connaissaient, elle était entrée dans un hôpital d'Oulianovsk, en Russie, pour une opération simple. Mais une erreur inimaginable allait plonger son corps dans un supplice atroce et provoquer l'indignation internationale. Ekaterina souffrait de kystes ovariens, une affection fréquente, généralement bénigne mais pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. On lui recommanda une opération laparoscopique et elle fut admise à l'hôpital de sa ville natale, où sa famille s'attendait à un rétablissement rapide. Ekaterina était une jeune femme intelligente, aimante, très proche de sa mère, Galina Baryshnikova, et de son mari, Igor. Elle avait devant elle un avenir stable, plein d'espoir. Personne n'aurait pu imaginer la catastrophe à venir. Pendant l'opération, le personnel médical commet une erreur dramatique. Au lieu de perfuser une solution saline par voie intraveineuse, ils administrent du formol, un produit conçu pour conserver les cadavres. Composé d'environ 37% de formaldéhyde, le formol est un agent toxique qui détruit férocement les tissus vivants. Destiné aux salles de morgue, il ne doit jamais entrer dans le corps d'un être vivant. Peu après l'intervention, Ekaterina commence à montrer des signes de détresse sévère. Ses membres se mettent à convulser. Son corps tremble violemment malgré les vêtements et couvertures. Elle vomit à plusieurs reprises, pliée en deux sous l'effet corrosif du poison qui circule désormais dans ses veines. Malgré la dégradation rapide de son état,
aucun médecin ne se présente. Sa mère, alarmée, supplie qu'on vienne aider sa fille. Mais on la renvoie, lui disant de rentrer à la maison préparer de la soupe. Dans les coulisses, le personnel comprendrait déjà l'ampleur de l'erreur, mais ne dit rien à la famille. Pendant 14 heures, le formol ravage les organes internes d'Ekaterina, la laissant souffrir sans aucun traitement pour stopper l'effet destructeur de la substance. Finalement, alors que son état devient critique, elle est transférée en soins intensifs. Mais il est déjà trop tard. Ses organes commencent à lâcher un à un. Galina surprend des médecins en train de murmurer sur la façon d'annoncer l'erreur. Le médecin-chef finit par reconnaître une erreur médicale. Ekaterina, entre-temps, était déjà dans le coma. Son cœur, ses poumons et son foie avaient cessé de fonctionner, et elle fut placée sous ventilation artificielle. Elle fut transférée dans une clinique régionale où un médecin révéla finalement à la famille la vérité. On avait perfusé du formol à la place du sérum physiologique. Dans un dernier effort pour la sauver, les médecins administrèrent 52 médicaments différents. Ekaterina fut ensuite transportée par avion vers un hôpital de pointe à Moscou, où les spécialistes tentèrent d'inverser les effets de l'empoisonnement. Un bref espoir apparut. Ekaterina ouvrit les yeux, murmura quelques mots. Mais les dégâts étaient trop étendus. Son corps ne pouvait plus éliminer le poison, et elle succomba à une défaillance multiviscérale. Elle fut déclarée morte début avril 2018. Ses funérailles eurent lieu le 7 avril. Galina affirma plus tard qu'un enquêteur lui avait parlé de négligence, mais pour elle, c'était tout simplement un meurtre. Les autorités locales et fédérales ouvrirent une enquête criminelle. Le médecin-chef et plusieurs employés furent renvoyés. Le ministère russe de la Santé qualifia l'affaire de « terrible tragédie » et promit soutien et justice pour la famille. La mort d'Ekaterina choqua non seulement la Russie, mais le monde entier. Des experts en toxicologie et en anatomie exprimèrent leur stupéfaction qu'une erreur aussi grave ait pu se produire. Les effets du formol sur le corps humain sont rapides, brutaux. Destruction des globules rouges, arrêt du transport d'oxygène, corrosion des organes, menant inévitablement à la mort. Ekaterina a enduré tout cela en restant consciente une grande partie du temps. Ce qui devait être une intervention simple est devenu une agonie prolongée, laissant une famille détruite, exigeant justice. Marieza Weber était une femme dynamique et passionnée, vivant entourée de livres, de musique et d'un amour profond pour les animaux. À 38 ans, elle vivait toujours dans la maison familiale en Floride, proche de ceux qu'elle chérissait le plus. Mais fin octobre 2006, une disparition déchirante allait mener à une découverte si troublante qu'elle entrait à jamais ses proches. Née à Brooklyn, New York, Marieza déménagea en Floride en 1977. Elle était une élève d'honneur à l'école, profondément curieuse et douée intellectuellement, avec un grand amour pour la lecture et l'histoire. Enfant, elle rêvait de devenir enseignante. Elle était connue pour sa compassion, son sens de l'humour et son énergie débordante. Marieza était dévouée à sa famille, ayant même cessé de travailler pour prendre soin de sa grand-mère malade. Elle était engagée politiquement et ne manquait jamais une élection. Sa passion pour la musique rock'n'roll a façonné une grande partie de sa personnalité. Elle adorait Bono de U2 et collectionnait des mémorabilia musicaux qui comptaient énormément pour elle. Par-dessus tout, on se souvenait d'elle comme d'une personne gentille, drôle, intelligente et pleine de vie. Le 28 octobre 2006, après être rentrée chez elle et avoir salué sa mère, Marieza disparut. Lorsqu'elle ne réapparut pas, sa famille craignit le pire. Ils fouillèrent le quartier, déposèrent un rapport de personnes disparues et cherchèrent la maison à plusieurs reprises. Malgré avoir vérifié partout, y compris sa chambre, ils ne trouvèrent aucune trace d'elle. Les jours passèrent. La famille remarqua une odeur nauséabonde provenant de la pièce, mais crut qu'elle était causée par des rats morts à l'intérieur de leurs murs. Ce n'est que le 9 novembre que la vérité éclata. Sa sœur, Gina, remarqua un pied dépassant de derrière une grande bibliothèque dans la chambre de Marieza. À l'aide d'une lampe de poche, la famille découvrit son corps, coincé à l'envers dans l'espace étroit entre le mur et l'arrière du lourd meuble. Les enquêteurs ont déterminé que Marieza avait probablement essayé d'ajuster la prise d'un téléviseur derrière l'unité, une chose qu'elle et sa sœur avaient déjà faite en se tenant sur une commode proche et en se penchant. Cette fois, elle perdit l'équilibre et tomba la tête la première dans l'interstice. Piégée dans un espace vertical restreint, elle fut incapable de se libérer. L'autopsie a conclu que Marieza est morte d'asphyxie positionnelle, une condition qui survient lorsque la position du corps obstrue la respiration. Son corps avait été contorsionné de telle manière que le flux d'air fut coupé. Le rapport a également cité l'intoxication multidrogue comme un facteur contributif,
notant la présence de plusieurs substances dans son système, incluant la morphine, la codéine et des médicaments sur ordonnance. Cependant, la mère de Marieza, Connie Weber, a fermement rejeté les suggestions d'abus de substances, qualifiant de faux et non représentatifs de qui était vraiment sa fille de tels rapports. Les conditions à l'intérieur de la maison ont rendu la recherche plus difficile. Les autorités ont décrit la maison comme extrêmement encombrée, avec des débris et des vêtements entassés dans la chambre. Des animaux étaient gardés dans des cages partout dans la maison, et l'odeur de décomposition fut confondue avec celle de rongeurs morts. Pour sa famille, la pensée la plus insupportable était que Marieza aurait pu être vivante, piégée, à plan, pendant un certain temps avant de mourir. Bien que l'autopsie n'ait pas précisé combien de temps elle aurait pu survivre, la possibilité qu'elle ait souffert en silence tout en étant si proche de la sécurité continue de les tourmenter. Marieza a été mise au repos, mais son souvenir perdure à travers l'amour de sa famille et les innombrables vies qu'elle a touchées. Sa mort a été jugée accidentelle, mais la perte a laissé une douleur que les mots ne peuvent soulager. Keith Sapsford n'avait que 14 ans lorsqu'il prit une décision qui allait lui coûter la vie. Un acte désespéré, motivé par le désir de voir le monde. Jeune adolescent brillant et curieux de Sydney, il disparut un jour de février 1970, ignorant que sa quête d'aventure deviendrait l'un des instants les plus terribles jamais capturés en photo. Keith avait grandi à Randwick, en Nouvelle-Galles du Sud. Son père, Charles Sapsford, était maître de conférences en ingénierie mécanique et industrielle, et la famille revenait tout juste d'un voyage à l'étranger censé calmer l'agitation du garçon. Mais ce séjour n'avait fait qu'attiser son envie de partir encore. Décrit par son père comme ayant une envie irrépressible de bouger, Keith se sentait souvent à l'étroit dans sa vie quotidienne et avait du mal à retrouver une routine normale après leur retour. Inquiet de son comportement et de ses fugues répétées, ses parents l'avaient inscrit à Boys Town, une institution catholique au sud de Sydney destinée aux jeunes en difficulté. Mais 2 semaines plus tard, Keith s'échappa. Seul et déterminé, il se rendit à l'aéroport de Sydney, attiré par la possibilité de prendre la fuite à nouveau, cette fois vers l'inconnu. Le 22 février 1970, Keith atteint le tarmac sans être repéré, profitant des mesures de sécurité très laxistes de l'époque. Il repéra un Douglas DC-8 en partance pour Tokyo et grimpa dans son puits de train d'atterrissage, un espace étroit et non pressurisé réservé habituellement au mécanisme du train d'atterrissage. Vêtu seulement d'un short et d'un t-shirt, il attendit des heures, recroquevillé dans le froid. Il ne connaissait probablement pas les dangers majeurs de cette tentative. Froid extrême, manque d'oxygène, risque mécanique du compartiment. À peine l'avion décolle-t-il que, vers 60 mètres d'altitude, les portes du train d'atterrissage se rouvrent pour rétracter le mécanisme. À ce moment, Keith perd l'équilibre. Il chute la tête la première, les bras écartés. Sa mort fut instantanée. Par un hasard macabre, un photographe amateur, John Gilpin, testait un nouvel appareil ce jour-là et captura involontairement la scène. Ce n'est qu'une semaine plus tard, en développant ses photos, qu'il réalisa ce qu'il avait immortalisé. Les enquêteurs découvrirent des empreintes de mains et de pieds ainsi que des morceaux de vêtements dans le compartiment du train d'atterrissage. Des experts conclurent que même s'il n'était pas tombé, il serait probablement mort durant le vol à cause de l'hypoxie ou de l'hypothermie, compte tenu des conditions extrêmes à haute altitude. Le père de Keith révéla plus tard qu'il avait mis en garde son fils, évoquant le cas similaire d'un jeune Espagnol mort dans un puits de train quelques mois plus tôt. Malgré cela, l'envie d'aventure du jeune garçon l'avait poussé à tenter l'impossible. La photo de sa chute demeure l'une des images les plus poignantes, illustrant tragiquement le prix d'un rêve poursuivi sans comprendre les dangers. Keith Sapsford est mort le 22 février 1970, quelques instants après le décollage. Son histoire subsiste non seulement comme une mise en garde, mais aussi comme le récit déchirant d'un rêve d'évasion qui s'est transformé en catastrophe.